Alors, tout d'abord, merci d'être venu. Moi, je m'appelle Stéphane Landel, je suis le directeur technique d'une petite SS2I qui s'appelle eBusiness Information, qui est une des sociétés du groupe Exilis. Voilà, pub, c'est fait. Et j'ai avec moi Romain Certelon, qui est un de nos consultants, et tous les deux, nous développons un injecteur de charge qui s'appelle Gatling et dont nous allons vous parler aujourd'hui. Alors, voici comment va se dérouler notre présentation. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi on en est venu à monter ce projet. En quoi consiste exactement notre solution, et puis ensuite je passerai la main à Romain qui vous fera une démo. Alors, pourquoi on a voulu se lancer dans ce projet, alors que c'est vrai qu'il existe déjà de nombreuses solutions sur le marché, aussi bien commerciales qu'open source. Moi, je fais du consulting depuis 12 ans, ça ne me rajeunit pas, et je suis régulièrement confronté à des tests de charge. C'est une problématique qui est complexe. Ça nécessite des moyens importants. Il va vous falloir monter une infra similaire à votre production. Il va vous falloir monter des jeux de tests, être capable de les réinitialiser entre deux tests. Et il va également falloir vous doter d'outils. Donc par exemple du monitoring sur vos serveurs que vous allez tester, sur votre réseau, et puis également donc un injecteur de charge qui est l'outil qui va vous permettre de simuler une importante population utilisateur. Donc moi justement sur cette partie-là, j'étais pas mal frustré, j'arrivais pas à trouver de solution qui corresponde à mes attentes. Premier type de reproche que je pouvais faire aux outils que je rencontrais, c'était un problème de performance. Alors c'est quand même un petit peu surprenant, vous sélectionnez un outil spécialement pour venir générer de la charge, et c'est lui-même qui peut se retrouver à avoir des problèmes de performance. Ce qu'on fait assez souvent, c'est qu'on se retrouve à devoir non seulement monitorer l'application à tester, mais également monitorer l'injecteur pour vérifier si c'est pas lui qui se met à mouliner durant les tests de charge. Si vous faites pas ça, le risque que vous encourez, c'est que votre injecteur se mette à mouliner, vous en préviennent pas forcément, et puis donc vous allez produire une charge qui est inférieure à celle pour laquelle vous avez paramétré l'outil. Et donc vous allez peut-être dimensionner votre infrastructure par rapport aux résultats de ce test, mais en fait vous allez sous-dimensionner votre infrastructure. Ok ? Alors la solution qu'on adopte en général pour pallier ces problèmes de performance, c'est un peu la solution de facilité. Plutôt que d'essayer d'améliorer l'outil, ce qu'on fait c'est du scaling out. Donc on va venir rajouter des injecteurs. Un ratio qu'on rencontre assez régulièrement, c'est se retrouver avec un cluster d'injecteurs qui a à peu près la même taille que le cluster de l'application à tester. Donc vous avez déjà pleuré auprès de vos équipes des opérations pour avoir suffisamment de machines pour votre application. Il va falloir leur demander de doubler ce nombre de serveurs pour pouvoir héberger vos injecteurs. Voilà. Alors, la première raison qui explique ces problèmes de performance, c'est que la plupart des autres solutions reposent sur une architecture. Un user virtuel est implémenté sous la forme d'un thread. Seulement un thread, c'est une ressource qui est très coûteuse. Déjà, ça occupe pas mal de mémoire, parce que derrière, ça s'appuie sur une stack, mais également, ça occupe du CPU. Vous mettez 50 threads dans votre JVM, il n'y a pas de problème, elle va très bien se comporter, et votre application va être performante. Vous mettez 2000 threads pour représenter 2000 utilisateurs dans votre JVM, là ça se passe beaucoup moins bien. Pourquoi ? Parce que votre JVM et votre OS, ils vont se mettre à passer plus de temps pour venir gérer l'orchestration entre vos différents threads et faire ce qu'on appelle du context switching, qu'à véritablement faire travailler vos threads. Donc, voilà. Autre problème, c'est que souvent c'est des solutions qui ont été architecturées il y a déjà un certain nombre d'années et qui s'appuient toujours sur des IO bloquants. Ça veut dire que le thread qui va être responsable de l'envoi d'une requête, il va bloquer en attendant la réponse. Et en fait, la situation elle est même pire que ça. Pourquoi ? Parce que là, on est en train de parler du use case d'un injecteur de charge, donc qui est là pour simuler le comportement d'un utilisateur réel. Un utilisateur, quand il récupère une page, il n'enchaîne pas tout de suite en cliquant sur un nouveau lien. Non, il va prendre le temps d'analyser la page, pouvoir arriver à une décision et puis de se décider à cliquer. Ça veut dire que dans vos simulations, il va falloir que vous intégriez des temps de pause. Et comment est-ce que ça s'est implémenté quand vous êtes dans un paradigme un user égale un thread ? C'est simple, vous faites dormir votre thread. Donc si je résume, votre moteur, votre injecteur de charge, il utilise une quantité beaucoup trop importante de threads qui sont une ressource qui est très coûteuse pour au final leur demander de se tourner les pouces. Donc on peut déjà s'interroger sur la pertinence de l'architecture de la solution. Deuxième type de problème que j'avais avec les outils que je rencontrais, il portait sur l'usabilité de ces solutions et puis sur la maintenabilité des scénarios. Alors c'est un petit peu des goûts et des couleurs, mais moi personnellement, voilà,
une superbe interface graphique, moi je trouve pas ça très adapté à ce use case-là. S'il vous faut dérouler tout un ensemble de menus, ouvrir des box dans tous les sens pour venir voir comment sont paramétrées les différentes étapes de votre scénario, ça ne vous permet pas d'avoir une vision d'ensemble de votre scénario. Mais moi, personnellement, j'ai besoin de ça. Ce qu'on voit aussi assez souvent, c'est que cette superbe interface graphique, en fait, elle est là pour vous permettre d'éditer, de manipuler la véritable représentation de vos scénarios. Et c'est assez fréquent que votre scénario, en réalité, ressemble à ça. Donc avec certains outils, c'est assez courant de se retrouver avec un scénario qui, en fait, est un gros pavé de XML de peut-être plusieurs mégas. Moi, personnellement, ce genre de fichier, je ne sais pas le maintenir. Je ne vais pas être capable de l'éditer moi-même. C'est quasiment un binaire, je ne vais pas être capable de le gérer en configuration, de venir l'attacher à une version des sources de mon application, et donc de venir intégrer véritablement les tests de charge dans le cycle de vie de mon application. Voilà, moi, cette approche-là ne me convient pas. Donc la solution à laquelle on a cherché à aboutir, on voulait qu'elle réponde à ces critères. Alors d'abord, on voulait que ce soit une solution qui soit portable, qui tourne sur une JVM pour faciliter son adoption auprès d'équipes d'exploitation, qui n'auraient pas à installer une solution qui serait de leur point de vue exotique. On voulait que ce soit une solution qui soit réellement asynchrone et donc réellement performante, et puis qui soit ergonomique, évolutive, et puis open source. Alors si vous regardez ces critères, vous allez trouver les mêmes sur les brochures des autres solutions. Nous, ce qu'on prétend, c'est l'avoir implémenté d'une autre manière et qui, notre point de vue, nous satisfasse mieux. Alors, sur la partie asynchrone, comment est-ce qu'on a implémenté tout ça? Alors d'abord, dans la partie asynchrone, il y a la partie orchestration des traitements. Nous, pour cela, on s'appuie sur le modèle des acteurs. Alors, le modèle des acteurs, c'est pas un modèle qui est nouveau, c'est quelque chose qui a déjà été exprimé il y a de ça plus d'une vingtaine d'années, mais qui était un petit peu tombé aux oubliettes. C'est un modèle qui a été remis au goût du jour par le langage Erlang. C'est un modèle qui est d'autant plus intéressant, qui vous permet de convenablement développer des applications orientées parallel computing. Alors un acteur, c'est quoi? C'est quelque chose de tout bête en fait. De manière schématique, c'est une petite unité de traitement qui est en frontal, ce qu'on appelle une mailbox, donc en gros, un peu comme une queue de messages, et puis qui va venir communiquer avec d'autres acteurs sous forme d'envoi de messages asynchrone. En quoi ce modèle est performant et donc adapté à faire du parallel computing? C'est que, imaginez par exemple un calcul rénal, vous avez un caillou qui est coincé dans les reins, un gros caillou qui n'arrive pas à s'évacuer. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il s'évacue? On l'éclate en plein de petits morceaux. C'est un petit peu la même idée, c'est que votre OS et votre JVM, elles vont beaucoup mieux être à même de traiter tout un ensemble de petits traitements qu'un énorme traitement monolithique. Voilà, donc vous allez splitter votre traitement en petites unités. Et nous, dans notre cas, nos traitements, c'est quoi? On envoie une requête, on récupère la réponse, on fait éventuellement une pause qui reschedule une autre tâche, et puis on boucle. Voilà, donc c'est différentes petites étapes qu'on va venir chaîner comme ça. Ce qu'on utilise comme implémentation du modèle des acteurs, c'est un framework qui s'appelle Akka, qui est développé en Scala. C'est honnêtement de loin la solution la plus aboutie et la plus performante sur la JVM. Sur la partie I/O, ça fait quand même un bon petit moment qu'on dispose du package Java in I/O. Donc on a tout ce qu'il faut dans le JDK pour faire des I/O non bloquants. C'est juste dommage de ne pas s'en servir. Gatling embarque une librairie qui s'appelle Netty. Mais en fait, Gatling ne s'appuie pas directement dessus, on s'appuie sur une couche d'abstraction et un DSL au-dessus qui s'appelle Async HTTP Client, qui peut nous permettre, le cas échéant, de venir changer de moteur et puis d'utiliser un autre moteur comme par exemple Grizzly. Pour la rédaction des scénarios, donc nous on n'a pas une approche par interface graphique. Nous ce qu'on vous propose, c'est plutôt de venir écrire vos scénarios sous forme de texte. Donc on vous propose un DSL. Alors de temps en temps on entend quelques réactions par rapport à cette approche-là, du type mais les gens de la QA, ils ont besoin d'un clic-bouton, ils ne seront jamais capables de se servir d'un DSL. Moi, je trouve que je suis pas d'accord avec cette approche. On demande à un enfant de 6 ans d'apprendre à lire et à écrire. Je considère qu'on est capable de demander à un professionnel de l'informatique, que ce soit un chef de projet, quelqu'un des opérations, quelqu'un de la QA, d'être capable de se servir d'un DSL à partir du moment où il n'est pas trop mal pensé et puis convenablement documenté. Alors justement, à quoi ressemble notre DSL? Voilà. On pense avoir abouti à quelque chose de plutôt simple, sur la partie HTTP qui est pas mal calqué sur le protocole.
Si vous faites attention, vous vous rendez compte que c'est pas du texte qui va être simplement processé. Non, en fait, là, ça c'est du code qui va être compilé. Et en l'occurrence, c'est du code Scala. Alors, commencez pas à paniquer, oh là là, pour vous servir de votre outil, il va falloir faire du Scala. Non, assez souvent, vous allez, dans 99% des cas, vous allez pouvoir vous contenter de vous servir du DSL et vous n'allez pas vous rendre compte que c'est du Scala. L'intérêt que ce soit du code, c'est que donc il va être compilé. Donc vous allez pouvoir valider votre scénario avant de commencer à l'exécuter. C'est d'autant plus intéressant que vous allez pouvoir rédiger vos scénarios au sein de votre IDE préféré. Et donc bénéficier de tous les avantages de l'IDE, la complétion automatique, la coloration syntaxique, la remontée d'erreurs directement dans l'éditeur. Voilà. Un des avantages aussi, c'est que c'est du Scala. Donc Scala, c'est un langage qui supporte notamment l'approche fonctionnelle. Donc nous, ce qu'on a prévu, c'est que dans le DSL, on a tout un ensemble de hooks, d'endroits où vous allez pouvoir passer des fonctions Scala, donc en gros des bouts de code. L'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir facilement implémenter des customisations, que ce soit pour des use cases qui vous soient très spécifiques, ou alors pour des use cases qui n'auraient pas encore été prévus nativement dans l'outil, les développer directement dans le scénario, sans avoir besoin d'écrire des classes externes, de venir les compiler par rapport à une API de plugin, de devoir les packager sous forme de jar, et puis de devoir les déployer dans votre outil. Vous allez pouvoir directement faire vos customisations au sein du scénario. Voilà. Donc je vais passer la main à Romain, qui va vous faire une démo. Bonsoir à tous. Donc moi je vais vous parler de l'utilisation de Gatling et vous montrer que le DSL c'est vraiment quelque chose de pratique, de lisible et d'efficace. Donc la première chose que je vais faire, c'est de créer un projet Eclipse. Rien. Bon, premier effet démo. Voilà, donc désolé pour ce petit désagrément. Alors, donc comment ça fonctionne? En fait, on a un archetype Maven, donc on peut utiliser en complément d'un bundle que vous pouvez télécharger sur le site du projet. Et donc là, c'est simple, on crée un nouveau projet Maven ou un module si vous voulez l'intégrer à un projet existant pour faire vos tests de charge. Voilà, on choisit l'archetype Gatling. Bon, ça marchait tout à l'heure, c'est bizarre. Voilà. Pour y arriver, excusez-moi. Ça a marché il y a 2 secondes. Non, c'est pas dramatique, je vais passer à la suite, ça ira plus vite. Bon, désolé, je peux pas vous montrer. Bon, c'est une création rapide, hein, comme normalement c'est censé fonctionner. Donc en fait, on arrive à un projet de ce type-là. Un projet Maven, donc avec l'arborescence Maven et 2 packages. On a le défaut de package et le package. Voilà, l'explication, c'est qu'on a perdu le réseau. Et donc une simulation qui est créée, qui est vide en fait. Et là, vous avez juste à rajouter votre simulation. Donc c'est une classe Scala. Hein. Bon, c'est pas gênant, comme disait Stéphane. Pas besoin d'être un développeur Scala pour pouvoir faire un scénario. C'est juste savoir qu'à la place du commentaire ici, vous devez écrire votre scénario. Voilà, et ensuite donc on a 2 raccourcis ici, donc un pour lancer le moteur Gatling, donc pour lancer une simulation, et un autre pour lancer le recorder. Donc le recorder. Donc le recorder, c'est quoi? Le recorder. C'est juste un peu en fait. Voilà, donc le recorder c'est ça, pardon. Donc c'est une interface graphique, un logiciel que vous avez juste à démarrer. Et donc là, c'est pour configurer le proxy et la génération des rapports. Donc ça se comporte comme un proxy entre votre client et votre serveur, le client pouvant être un navigateur web dans la plupart des cas, ou alors un client de web service par exemple, des choses comme ça. Donc ici vous avez la possibilité donc de mettre plein de propriétés à votre goût, et surtout de spécifier des filtres en fait qui vont permettre d'enregistrer seulement certaines requêtes ou tout sauf certaines requêtes. Voilà, une fois que que vous êtes content de votre configuration, vous avez juste à l'exécuter. Et donc là, c'est l'interface. Donc quand on l'a exécuté, on se place sur ce navigateur, on déroule notre scénario comme un utilisateur le ferait, et une fois que c'est fait, en fait, on voit donc toutes les requêtes dont on a voulu garder une trace s'afficher dans cette liste avec les pauses qui sont calculées automatiquement entre chaque requête pour bien
pour bien faire le temps de pause, donc le temps de réflexion de l'utilisateur. Et donc pour chaque requête, vous avez des options les informations de ces requêtes qui sont affichées et de la réponse. Donc ça, c'est pour vous aider dans la rédaction du scénario après. Pardon. Voilà. Retour à Eclipse. Je vais vous présenter donc un scénario qui sort du recorder. Donc j'ai légèrement retravaillé pour pouvoir vous l'afficher ce soir, parce que sinon ça aurait été un peu illisible. Voilà. Donc ça, c'est ce qui sort du recorder. Donc on retrouve la classe avec la méthode apply, et donc dedans, on retrouve plusieurs sections. La première, c'est la configuration HTTP. Donc le protocole est configurable. Alors quand je dis le protocole, c'est parce que Gatling supporte HTTP pour l'instant, c'est notre priorité, mais on a une API qui permet de rajouter d'autres protocoles, comme JDBC ou des choses de ce genre-là. Donc ici, on peut configurer le protocole HTTP en lui demandant donc à Gatling de suivre les redirects automatiquement. Donc vous écrivez la première requête et il va s'occuper tout seul de suivre les requêtes suivantes. Voilà, donc ça peut être utile par exemple pour des authentifications en plusieurs temps avec plusieurs requêtes, des choses comme ça. Ensuite, on a la définition des headers, donc qui vont être utilisés dans les requêtes plus bas. Alors pourquoi mettre des headers? Déjà parce que ça peut avoir une influence sur l'application, ça peut conditionner le comportement de l'application. Donc c'est pour ça qu'il est important de les spécifier et surtout le fait qu'ils y soient, en soi, ça génère de la charge sur votre carte réseau, par exemple. Ça fait plus de données à faire transiter, donc peut-être, si vous voulez tester une infrastructure, des choses comme ça, des comportements différents, encore une fois. Et ensuite, donc, on retrouve la définition... désolé, décidément. Donc, on retrouve vraiment la définition du scénario en tant que tel. Donc là, je l'ai appelé Devoxx France, Text et Bank. Alors, si on peut lui donner un nom, comme ça, vous vous souviendrez qu'il s'appelait comme ça. Et pourquoi Exilis Bank? Alors parce que c'est une application qu'on a développée en fait, que Stéphane a développée, et qui vous permet via le tutoriel de la documentation qui est sur notre site de tester Gatling au début et de pouvoir vous habituer un peu à son fonctionnement. Et donc là, on retrouve donc plusieurs choses, donc principalement deux instructions, exec et pause. Donc les execs, ce sont des actions et les pauses, des pauses, les temps de réflexion. Donc les execs en fait correspondent à des actions, donc ça va être en général envoyer une requête. Ici, si on veut envoyer une requête HTTP, on spécifie HTTP, et on lui donne un nom. Donc ce nom va permettre d'identifier la requête plus tard dans les rapports, une fois qu'ils seront générés. Et ensuite, on décrit la requête telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc là, on met la méthode, donc get, post, on peut mettre put et delete aussi, c'est les cas supportés pour l'instant. Et ensuite, l'URL sur laquelle ça va s'appuyer. Donc j'en ai pas parlé tout de suite, mais ici, vous voyez, on a spécifié une URL de base. En fait, et cette URL va se préfixer à toutes les URL qui ne commencent pas par HTTP dans le scénario. Ça permet de factoriser le nom de domaine, par exemple. Si vous devez changer de serveur de test, des choses comme ça, avant d'exécuter votre scénario. Voilà, et puis après, on peut passer tout un tas d'informations supplémentaires, donc les headers, voilà, et aussi des paramètres pour une requête post, ou alors le body carrément, qui peut venir d'un fichier, d'un template, de plein d'endroits différents. Donc, par contre, il y a du code en trop là-dedans. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que... Ah oui, pardon, j'ai oublié le plus important. La définition de la simulation, en fait, se retrouve ici, avec une liste de configurations de scénarios. Alors, ces configurations de scénarios, en fait, chaque configuration va correspondre à une population d'utilisateurs. Donc, on spécifie le nombre d'utilisateurs. Donc là, c'est 1 par défaut, quand ça sort du recorder. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est lui dire, écoutez, si je lance 3000 utilisateurs, j'aimerais pas les lancer de façon synchrone tous au départ, c'est pas intelligent. Surtout, en général, les JVM ont besoin de se chauffer, si vous testez une application Java, des choses comme ça. On peut lui spécifier une rampe. Donc là, vous voyez en plus l'autocomplétion. Voilà, donc qui dépend de votre IDE. Donc là, par exemple, si je mets 10 utilisateurs et que je mets une rampe à 10 secondes, en fait, il y a un utilisateur par seconde qui va être lancé. C'est une rampe linéaire. Et ensuite, dans le cadre où on voudrait faire plusieurs populations, donc c'est faisable, il suffit, vu que c'est une liste Scala, de rajouter une virgule, de refaire une autre configuration d'un autre scénario ou du même, voilà, pour lancer le même scénario mais différemment en dessous. Et ce qu'on peut faire, on n'aimerait pas, pareil, les lancer forcément tout en même temps. On peut vouloir qu'il y ait 2000 utilisateurs qui se lancent au démarrage et puis d'un coup simuler un pic avec 44 000 utilisateurs supplémentaires pour simuler une arrivée brusque ou je sais pas quoi. Et donc là, on peut spécifier un délai aussi, donc qui va permettre de décaler dans le temps le démarrage de cette population-là. Voilà. Donc, bon, c'est là je vous ai fait un petit tour. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est utiliser plus d'un utilisateur comme c'était fait au début. Donc là, il y avait un petit souci dans les fichiers, donc je vais vous montrer directement le résultat. On veut lancer 10 utilisateurs. Donc là, notre scénario, comme il était généré au départ, en fait, ici, on avait des mots de passe et
enfin login et mot de passe qui était en dur comme ça. C'était user 1, password 1. Ce qui va se passer si on lance cette simulation, c'est que les utilisateurs vont utiliser les mêmes credentials et c'est pas forcément intéressant. Ce qu'on aimerait, c'est que chaque utilisateur se connecte avec son propre login et son propre mot de passe. Donc pour faire ça, justement, on utilise ce qu'on appelle nous des feeders dans Gatling. Alors ici, c'est un feeder de type CSV, mais on en a d'autres qui permettent de récupérer des données dans une base de données directement. Donc ça peut être votre base de données de test, par exemple, pour récupérer directement avant la simulation tous les utilisateurs de votre base de données de test et ensuite les injecter dans vos scénarios. Donc ce feeder ici va récupérer toutes les données dans ce fichier CSV qui se présente sous cette forme-là. Hein. Donc rien de compliqué, on a juste une ligne en haut qui contient des headers en fait. Donc chaque valeur en haut est un nom pour la colonne qui lui correspond. Une première colonne, ça va être le username, deuxième colonne, ça va être le password. Donc de là ensuite, on a juste, donc quand on fait le feed ici, au moment où le scénario va s'exécuter pour un utilisateur, une valeur de ce qui est dans le feeder va être injectée dans la session de l'utilisateur en cours. Et plus tard, donc en utilisant cette notation de L, on est capable d'aller chercher en fait cette valeur-là dans la session. Et donc, chaque utilisateur aura son propre login et son propre mot de passe. Voilà. Ensuite, donc, ce qui se passe... désolé, j'ai pas agrandi, c'était peut-être plus pratique comme ça. C'est vraiment tout mélangé, c'est bizarre. Bon. Ce qui se passe, c'est que... Ouais, c'est vraiment bizarre. Voilà, bon, je vais le montrer ici. Sur cette requête-là, on veut afficher un compte de l'utilisateur qui s'est connecté. D'accord ? Vu qu'on l'a enregistré avec le recorder, en se connectant avec un seul utilisateur, ce qu'on fait, c'est qu'on va afficher le compte de l'utilisateur le premier. Donc tous les autres utilisateurs, donc les 9 autres, vu qu'ils ont des logins mots de passe différents, vont pas pouvoir accéder à ce compte-là. Il va y avoir un souci, on va avoir 9 scénarios sur 10 qui vont planter complètement, et voilà. Donc comment est-ce qu'on peut remédier à ça? On va utiliser ce qu'on appelle des checks. Alors un check c'est quoi? Comme son nom l'indique, ça sert à vérifier quelque chose. Vérifier quoi? Vérifier qu'une réponse à une requête est bien celle qu'on attend. Alors comment ça se passe? Gatling a 4 types de checks pour l'instant pour les requêtes HTTP. On peut vérifier le statut, les headers qui contiennent bien les valeurs qu'on veut. Et dans le body, on peut vérifier qu'on a bien reçu une valeur en particulier en allant la chercher via du XPath ou une expression régulière. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller, après le login, s'assurer qu'on est bien connecté. Donc pour ça, en fait, il faut vérifier. Donc là, la regex est déjà toute prête, hein, je ne vais pas la refaire de tête. Donc on va vérifier qu'on a bien un lien de ce type-là, donc qui envoie vers un compte. Parce qu'un utilisateur a forcément un compte sur notre application. Donc on vérifie qu'on a bien un lien de ce type-là, et qu'il existe bien une valeur ici, qui est entourée par les parenthèses, dans l'URL. Donc cette valeur-là, comme vous l'aurez sans doute compris, c'est en fait l'identifiant du compte. Quelque chose d'intéressant avec les checks, donc en plus de vérifier que quelque chose est bien présent, ou pas présent, ou égal à une certaine valeur ou non, parce qu'il y a plusieurs façons de vérifier, on peut en plus enregistrer le résultat de cette capture, donc de cette valeur qu'on a voulu récupérer, dans la session. Donc là, une fois que c'est fait, je pense que vous l'aurez compris, comme les feeders, on va aller prendre cette valeur-là et l'insérer dans l'URL juste en dessous. Voilà, donc de là, en fait, on vient complètement de dynamiser le scénario. On peut lui mettre 10 000 utilisateurs avec 10 000 login mot de passe, et il sera capable tout seul d'aller chercher l'URL du compte qui va bien. Et de là, aller afficher le compte. Voilà, donc ça, c'était pour le check. Et maintenant, donc, la dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est que pour l'instant, notre scénario est linéaire. Donc, on fait les actions les unes à la suite des autres. Et on peut pas faire, on n'a pas de boucle, on n'a pas de if, on n'a rien. On fait les trucs les uns à la suite des autres. Eh ben, figurez-vous que notre DSL contient de quoi faire des loops et des ifs, forcément. Sinon, j'en aurais pas parlé. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, pour illustrer cet exemple, on va imaginer qu'une fois connecté, l'utilisateur va appuyer sur F5 régulièrement pour voir s'il a, je sais pas, une rentrée d'argent qui est arrivée, quelque chose comme ça. Donc, pour ça, rien de plus simple. Hop, je déclare un loop. Voilà, donc dedans je dis que je vais mettre une chaîne d'action qui se comporte exactement comme un scénario, vous l'aurez remarqué aussi. Yep. Voilà. Voilà, donc là je lui ai dit tout ce qui est dans la chaîne ici, donc en gros afficher le compte et attendre 4 secondes, et ben ça va être répété. Alors là il me met un truc rouge, vous voyez, donc la compilation ne peut pas se faire, donc c'est l'avantage de travailler avec un IDE et d'avoir du code en tant que DSL. Il me dit c'est un loop mais ça correspond pas. Alors pourquoi? Parce que je lui ai pas dit comment je voulais qu'il répète ceci. On a 3 façons de faire. Donc bon là c'est pas très lisible mais je vais vous le dire. As long as, donc c'est l'équivalent d'un when, hein, rien de bien compliqué. Un during qui va dire pendant au moins
par exemple 30 minutes, je veux que tu fasses ça. Donc ça permet d'allonger des scénarios dans le temps pour tester le vieillissement d'une application, des choses comme ça. Et le dernier, le times, donc lui qui permet de spécifier un nombre particulier de fois où on pourra faire ce qu'on a demandé de répéter. Voilà, donc là le code compile et tout se passe bien. Voilà, donc là je vous ai montré le gros du scénario, enfin des scénarios Gatling. Alors, et donc maintenant on va l'exécuter. Donc on utilise les raccourcis. Ah oui c'est vrai. Bon c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Ouais. Voilà, donc on l'exécute en tant qu'application Scala. Oui. Et zut. J'ai ripé. C'est vrai, c'est bon. Voilà, donc là on choisit, bon il y a plusieurs fichiers, puisque j'avais préparé plusieurs étapes, finalement j'ai pas suivi. Et donc on choisit la simulation qu'on veut exécuter, donc ça vous permet d'en avoir plusieurs, et on n'a plus qu'à la lancer. Donc là on va choisir la troisième. Et donc on peut lui choisir un ID, donc qui sera dans le nom de dossier pour pouvoir repérer facilement le résultat qu'on veut, et une description qui est optionnelle aussi. Voilà. Donc là la simulation est partie, donc je vais la laisser faire, et vous présenter ce qu'on obtient à la fin. Donc à la fin, en fait, on obtient des résultats, donc des rapports sous forme graphique, qui sont des fichiers HTML, donc portables. Ils sont calculés une fois pour toutes, donc vous pouvez les recalculer si besoin, on a des options dans la ligne de commande pour ça. Mais ils sont calculés une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'après ils sont portables, vous pouvez les IP et les envoyer à n'importe qui, et n'importe qui pourra les regarder. Donc, ouais, je veux bien s'il te plaît. Donc on a deux catégories, en fait, on a une partie globale, donc qui va contenir plein d'informations sur toutes les requêtes, sur tout ce qui s'est passé pendant le run. Donc là, on voit toutes les sessions actives. Donc on voit bien la montée linéaire qu'on avait demandé. Donc c'est un autre test, c'est pas celui que je vous ai montré moi, pour qu'il soit plus sympa avec plus de valeur. Ensuite, on voit le palier ici, donc tous les utilisateurs qui étaient ensemble. Et puis après, ça commence à redescendre. Alors dans l'idéal, avec une application parfaite, ça fait deux droites, enfin trois droites. Là, vu que l'application n'est pas parfaite, qu'il y a des retries, des choses comme ça, les scénarios s'allongent un peu dans le temps. Et du coup, c'est pour ça qu'on observe ces petites bosses à la fin. Après, donc, on a les requêtes par seconde. Donc là, d'un coup d'œil, vous voyez si ça s'est à peu près bien passé. Donc toujours derrière, en fond, toutes les sessions d'utilisateurs qui ont été lancées, histoire que vous ayez un aperçu de si ça plante, est-ce qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs ou pas. Et donc en vert, on voit les requêtes qui ont réussi, en rouge, celles qui n'ont pas réussi, en bleu, le total. Donc d'un coup d'œil, vous voyez à peu près ce qui s'est passé. Voilà, vous pouvez sélectionner ou désélectionner des séries. Et donc dans les détails, après, ah oui, les zooms aussi. Bon, ça c'est sexy, c'est du JavaScript. Voilà. Alors ensuite, donc les détails. Donc pour chaque requête, vous avez une page différente. Voilà. Donc c'est là qu'on retrouve le nom des requêtes que vous avez spécifiées dans le scénario. Vous voyez pour les redirects qu'il y a un suffixe qui est rajouté automatiquement. Donc là, on a les mêmes fonctionnalités sur tous les graphes, alors avec différentes informations. Là, par exemple, on voit le temps de réponse en fonction de la charge qui est envoyée sur le serveur. Donc plus on envoie de requêtes, a priori, plus le temps de réponse va se situer très haut. Voilà. Donc ça, c'est après à vous d'analyser les résultats, d'en tirer des conclusions s'il y a besoin. Et donc ça c'est un indicateur, une sorte de feu vert, feu rouge, feu orange. Si la grande barre elle est verte, ça veut dire que tout va bien. Si elle est orange, on peut faire mieux. Si elle est rouge, va falloir s'inquiéter. Et voilà. Et donc à droite, un bloc de statistiques sur tous les temps de réponse qu'il y a eu, savoir ce qui s'est passé, le temps de réponse maximum, le temps de réponse minimum, etc. etc. Voilà, je passe la main à Stéphane. Voilà, donc, c'est bon. Donc au final, honnêtement, on a réussi à obtenir une application qui est très performante. Nous, nos tests nous ont montré qu'on arrivait avec une seule machine et puis 512 MB de RAM à simuler peut-être 20 000 utilisateurs. C'est également ce qui nous a été remonté par certains utilisateurs. On va essayer de poser sur les conclusions. Que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? On est un petit projet, donc on a 4 mois d'existence, mais on le maintient, on le fait beaucoup vivre. On est déjà dans une version 1.1.3. On a pas mal de choses de prévues pour 2012, que ce soit un mode distribué, la persistance des résultats de run en base de données. Et puis également, on envisage de mettre en place du monitoring, un monitoring léger côté serveur pour pouvoir consolider à la fois des données qui viennent du serveur, enfin de l'application testée, et puis des injecteurs. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, allez faire un tour sur notre site. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter. Et puis, vous trouverez sous GitHub toute notre infrastructure de développement, donc le code source, les issues, le wiki, etc. Voilà. Donc, si vous avez des questions... Ouais. En fait, j'en ai deux. La première question, c'est est-ce qu'il y a un plugin pour le WebSocket?
Et la deuxième question, c'est, là on a présenté les résultats de test à la fin. Est-ce qu'il y a un moyen, en cours de test, quand on a un test qui se déroule un peu longuement, de voir les tests en cours de route, pour voir justement si ça a planté, enfin, voilà. D'accord, donc la première question, est-ce qu'on supporte pour l'instant les WebSockets? Non, pas encore. En fait, le support des WebSockets est tout récent dans les moteurs sur lesquels on s'appuie, donc notamment Netty. Donc on n'a pas encore cherché à mettre en place ce support-là, d'autant plus que les WebSockets ne sont pas encore vraiment généralisés. Pour ce qui est du reporting au fil de l'eau durant le run, on ne génère pas l'ensemble des rapports durant le run, parce que ça générerait de la charge. En revanche, ce qu'on fait, c'est que dans la ligne de commande, vous pouvez suivre le nombre de sessions actives et puis les éventuelles erreurs. Ça vous permet de rapidement détecter si votre test est complètement en train de partir en vrille. C'est assez fréquent de lancer le test le soir parce qu'il n'y a plus personne sur le réseau. C'est sympa de se rendre compte qu'on a rapidement fait une boulette avant le lendemain matin quand on revient au boulot. Quelqu'un d'autre ? Ouais. De la même manière que vous mettez ces informations dans le log, est-ce qu'il y aurait moyen de plugger quelque chose pour envoyer un événement en fait? On a prévu, on a déjà une issue là-dessus, qui est de pouvoir rajouter un hook sur la génération des données, que ce soit pour générer dans le fichier de log des informations supplémentaires, et ce hook-là, il pourrait probablement être utilisé pour envoyer des informations vers autre chose. Ouais. Oui. Moi j'ai l'expérience en utilisant JMeter pour faire des tests avec du JSF, qu'on doit récupérer à un moment donné le view state qui est généré et qui est dans la page. Est-ce que ce genre de choses-là, c'est possible d'aspirer une chose générée par l'application immobilier? Alors, encore le même type de réponse. On a déjà une issue qui est ouverte là-dessus. L'idée, c'est dans le recorder de pouvoir déjà déclarer des checks, et que ces checks-là soient automatiquement injectés dans le scénario qui est généré lorsqu'il y a effectivement un match dans les réponses. Et effectivement, le premier use case, c'est exactement celui que tu as cité, c'est le ViewStateID de JSF. Sinon, on est obligé de venir copier-coller au niveau de chacune des requêtes, ce qui est un peu fastidieux. C'est exactement comme ça que l'issue est libellé. Une dernière question? Oui. Ouais. Excuse-moi, je t'ai pas entendu sur la fin. Alors, tout dépend en fait du poids de tes pages et de la complexité des traitements. Effectivement, plus on va réaliser de traitements sur la réponse, plus on va venir perturber le système et lui demander de faire autre chose que de faire que d'envoyer et de récupérer des réponses. Nous, les tests qu'on a fait, c'est que sur des pages relativement importantes, on monte sans difficulté avec une seule machine à plusieurs milliers d'users. On n'a pas réussi à monter plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore monté de cluster d'applications pour nos tests qui soient suffisamment costauds pour être capable de tenir la charge et de monter au-delà de ce nombre important d'users. Un des premiers freins, enfin si vraiment vous montez très très haut, sur lequel vous allez tomber, ça va être par exemple la capacité de la carte réseau. C'est pour ça qu'on va mettre en place un mode distribué. On n'a pas cette problématique de la JVM qui explose, on va plutôt avoir une problématique de arriver à un certain stade où on tape vraiment très haut, on va commencer à venir saturer la carte réseau. Voilà. Bon, si vous avez d'autres questions, on est là pendant 3 jours, n'hésitez pas. Bon, merci à tous.